En 2016-2017, nous avons assisté au début d'un retournement considérable dans la manière dont les élites mondiales ont imaginé l'avenir de la mondialisation. Rappelez-vous, Alain Juppé, qui se voyait déjà élu président de la République, parlait encore de l'identité heureuse ou de la mondialisation heureuse. D'autres, quelques années auparavant, malgré la crise financière, pensaient qu'il y avait eu un trou d'air, mais que tout repartait comme avant. Et puis, il y a eu d'énormes surprises. La victoire du Brexit, le fait que Donald Trump a été élu président des États-Unis. Il y a eu aussi la consolidation de régimes considérés comme des démocraties illibérales en Europe centrale et orientale. Et tout un climat qui s'est installé avec des courants politiques, intellectuels, culturels qui ont commencé à se définir de plus en plus ouvertement comme conservateurs. Alors, il est particulièrement intéressant d'observer 3 ans, 4 ans plus tard, ce qui se passe à l'occasion de la crise du Covid. La crise du Covid, en fait, il faut l'interpréter comme un accident, comme quelque chose d'inattendu. Je ne crois pas du tout à ceux qui pensent qu'il y avait un complot de la Chine derrière. Non, je crois qu'il y a eu une énorme maladresse, effectivement, commise par la Chine, qui a été incapable de contenir un virus parce que le régime est toujours plus dictatorial, toujours plus totalitaire. Les gens ont peur de parler. Les supérieurs hiérarchiques ont étouffé l'information quand elle remontait. Et on s'est retrouvé, effectivement, avec la diffusion en quelques semaines, quelques mois, d'un virus qui a pratiquement paralysé l'économie de la moitié de la planète. Que s'est-il passé? Il est important de se rendre compte que les élites mondiales, finalement, ont eu toutes le même réflexe que les dirigeants chinois. Alors, qu'on se comprenne bien, je suis historien, je n'ai jamais cru aux conspirations, aux complots, je pense qu'on perd son temps avec des explications qui ne tiennent jamais la route. En revanche, ce qui m'a toujours intéressé dans l'histoire, c'est la manière dont les gens se copient les uns les autres, dont des phénomènes de panique peuvent se répandre, par exemple. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid-19. Parce que si vous voulez, pour les dirigeants chinois, il y a un énorme danger. À partir du moment où ce régime qui prétend arriver à faire de la Chine, dans l'espace de 30 ans, la première puissance économique du monde, se révèle incapable de gérer une épidémie de relativement basse intensité, comment peut-on sérieusement penser que la Chine pourra un jour remplacer les États-Unis sur la scène mondiale? Alors, qu'ont fait les dirigeants chinois? Ils ont d'abord étouffé l'information, ils ont ensuite confiné massivement leur population, et de manière beaucoup plus violente que ce qui a été rapporté dans nos médias. Ils ont ensuite menti sur les chiffres, puisque personne ne peut croire qu'il n'y a eu que 4000 décès en Chine dus au Covid-19. Et puis après ça, c'est bien connu maintenant, ils ont déclenché toute une série d'opérations de relations publiques vis-à-vis du monde extérieur, en particulier en passant par les organisations internationales pour imposer l'idée que la méthode qu'ils avaient utilisée, le confinement total de la population, était la seule viable. Évidemment, on comprend bien que dans un pays d'1 milliard, ne sachant pas, plus d'1 milliard même, ne sachant pas à quelle vitesse l'épidémie allait se diffuser, n'en connaissant pas complètement la gravité au départ, les autorités chinoises aient agi de manière extrêmement brutale, violente, autoritaire. Ce qui est plus étonnant, c'est la manière dont, par exemple, en Europe occidentale, en Allemagne, en France, en Grande-Bretagne, on a finalement largement copié la méthode chinoise. Et puis, regardez la manière dont aux États-Unis, il y a eu des réactions très diverses, mais on peut dire que tous les gouverneurs des États démocrates, puisque ça dépendait des gouverneurs, je le rappelle, tous les gouverneurs des États démocrates se sont mis à copier cette même méthode du confinement total, méthode dont, au passage, aujourd'hui, en octobre 2020, l'Organisation mondiale de la santé nous dit qu'elle a été une erreur. Mais il faut comprendre ce réflexe qui a eu lieu. Je crois cependant qu'il y a quelque chose qui doit nous amener plus loin. En fait, c'est quelque chose d'ailleurs d'assez inconscient, mais que l'on trouve dans l'ensemble des milieux dirigeants de la planète et qui est une sorte de dernier sursaut de la mondialisation telle que nous l'avions connue depuis 1990. C'est le fait que les dirigeants de la planète, sans doute inconsciemment, mais en se serrant les coudes, en se mettant tous à faire la même chose, ont découvert
qu'avec le confinement généralisé, ou avec le couvre-feu, maintenant c'est le petit confinement, peut-être que les Chinois vont expliquer qu'il y avait le grand confinement, qu'il y aurait le petit confinement maintenant comme méthode efficace, eh bien, ils ont découvert en fait que c'était un moyen extraordinaire de mettre sous le boisseau les débats politiques, les débats sociaux, les débats sur l'avenir de l'économie de nos pays. Et si vous regardez bien, d'abord pour la Chine, l'occasion, pour le Parti communiste chinois, l'occasion est extraordinaire. Depuis des années, le Parti communiste chinois prenait peur, c'était une angoisse sourde devant la montée en puissance des classes moyennes qui vont évidemment, aujourd'hui qu'elles sont quelques centaines de millions, réclamer de plus en plus ouvertement la démocratie. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un confinement, et a fortiori un confinement brutal, pour renforcer le contrôle de la population, le contrôle des réseaux sociaux, la surveillance globale. Et puis regardez, traversons le Pacifique, aux États-Unis. Évidemment, les has-been du Parti républicain ou du Parti démocrate, tous ceux qui n'ont pas digéré la victoire de Donald Trump se disent qu'il y a une occasion extraordinaire de faire chuter Donald Trump, d'empêcher sa réélection. Je pense qu'il va gagner quand même son pari, mais toujours est-il que la réélection est pour lui aujourd'hui bien plus difficile qu'elle l'était il y a 9 ou 10 mois. Et puis regardez la Grande-Bretagne, Boris Johnson. Boris Johnson, on a l'impression depuis 6 mois qu'il est complètement paralysé, qu'il n'est plus lui-même, qu'il n'est plus dans son assiette. Alors certains diront c'est parce qu'il a été malade, il a été atteint assez durement par le Covid. Moi, je ne crois pas parce que si on le compare à Trump, par exemple, regardez, Trump a retrouvé de la vigueur après avoir contracté le Covid. Il en est sorti avec l'idée qu'il allait encore plus expliquer que le confinement avait été une mauvaise chose. Au contraire, Johnson s'est plutôt soumis à la dictature sanitaire. Il a par exemple écouté les prédictions apocalyptiques de Ferguson, le médecin d'Imperial College, le statisticien d'Imperial College. On a l'impression en Grande-Bretagne que c'est la revanche des Remainers sur les Brexiteers. Regardez aussi en France. Alors, essayons de comprendre ce qui s'est joué hier dans l'allocution d'Emmanuel Macron. Bien sûr, à première vue, il doit arbitrer entre ceux qui sont partisans d'une politique sanitaire de sécurité maximale et ceux qui sont partisans de ne pas trop malmener l'économie. Alors, par exemple, les uns veulent le couvre-feu à 20h, les autres à 22h. Notre président, dans sa mansuétude, dit « on va couper la poire en deux, ça sera à 21h ». Bon, très bien. Oui, Emmanuel Macron a voulu préserver autant que possible les intérêts de l'économie française. Il n'a pas rendu le télétravail obligatoire. Il a fait en sorte que les entreprises puissent continuer à circuler. Il n'a rien dit sur la promiscuité dans les transports en commun, etc., etc. Mais enfin, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas, il était évident que pour lui, il y a là une occasion extraordinaire, après un automne 2018 extrêmement chaud socialement, automne et hiver, après un automne et un hiver 2019 extrêmement chaud socialement, il peut avoir l'espoir que grâce au couvre-feu, grâce à la peur du Covid, il n'y aura pas de nouvelles révoltes de la société française. Se trompe-t-il? Je n'en sais rien. Mais simplement, je crois que nous devons prendre conscience que ce qui se joue en ce moment, c'est beaucoup plus simplement qu'une lutte contre la maladie. D'abord, il y avait sans doute des manières beaucoup plus intelligentes de lutter contre elle que par le confinement total, ou même par des méthodes type couvre-feu. Ensuite, je crois que vraiment ce qui se joue, c'est que, consciemment ou inconsciemment, les milieux dirigeants qui avaient mis en place la mondialisation depuis 30 ans et qui cherchent les moyens de reprendre le contrôle de la situation ont vu dans la lutte contre le Covid-19 un moyen de réimposer des solutions politiques d'en haut, autoritaires ou semi-autoritaires, à leur société. En fait, si vous voulez, ce qui se joue, c'est que face au Take Back Control, qui était celui des Brexiteers, qui était celui des Gilets jaunes, qui est celui des électeurs de Trump, qui est celui des électeurs d'Orban et de bien d'autres, eh bien, il y a le lockdown. Le lockdown, finalement, contre le Take Back Control. Nous sommes sans doute dans les derniers soubresauts de ce qu'on appelait à tort la mondialisation heureuse qui avait commencé au début des années 1990.
Il y a une épreuve terrible qui est en train de se jouer entre ceux qui défendent les intérêts des peuples et ceux qui défendent la solidarité des élites. Vraisemblablement, l'élection américaine est tout à fait décisive et selon que Biden ou Trump l'emportera, il y aura un avantage donné à l'un ou l'autre camp. En tout cas, il faut bien se rendre compte qu'on va beaucoup plus loin que simplement dans l'analyse d'une crise sanitaire lorsqu'on essaye de comprendre ce qui se passe avec le Covid-19. Il y a un enjeu de démocratie, il y a un enjeu de regagner sa liberté et la lutte n'est pas finie.